Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vol à destination du plaisir, du bonheur et surtout des petites croustillances que j'aime beaucoup. Vous aussi, je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le Jet de Luxe. Merci, je vous embrasse très fort et je vous dis, on y va avec monsieur, madame, Vincent McDoom. Alors c'est une vraie question. Monsieur ou madame, parce que tout à l'heure il y a un technicien qui est passé et qui vous a appelé madame avant qu'on commence et j'ai vu que tu n'as rien dit. Donc je me suis posé la question, je me dis tiens, parce que les gens des voiles doivent se poser la question et ils veulent pas non plus te heurter, cher Vincent. Donc ça t'arrive qu'on te dise madame? Je trouve c'est quelque chose de nouveau en fait, où les gens se sentent heurté, ou les gens crient au mégenrage. Non, pas du tout. Je me sens pas heurté. Je suis maquillée, je porte de talons, je suis dans des vêtements féminins. C'est si quelqu'un n'a pas vu tout de suite, c'est à moi de corriger. Non, mais moi, tu corriges pas si on t'appelle madame, Je ne corrige pas, mais moi, je préfère qu'on m'appelle monsieur parce que je suis monsieur. Et si on veut une correction, comment ça se passe? Si on veut une correction, je te donne une correction masculine, pas une correction féminine. D'accord, on est ravis de le savoir. Allez, c'est parti, on décolle avec Vincent McDoom, très en forme, vous le voyez. On va découvrir le plan de vol ensemble, l'identité du passager, évidemment, savoir comment s'appelle Vincent, ses petits secrets. On enchaînera avec le survol de sa carrière, tout ce qu'il a fait. Et puis, on enchaînera aussi avec le check-up santé pour savoir comment va Vincent, c'est qu'il est en forme. À suivre, évidemment, une escale, la surprise du pilote qui viendra nous voir, c'est Silver, qu'on adore. Et puis, on continuera avec le 7e ciel pour savoir où en est Vincent de ses amours, pour enfin, passer en classe affaires, l'argent, le pognon, et oui, le nerf de la guerre est terminé avec les questions de turbulence, la zone de turbulence, anciennement les questions cash, des questions les unes après les autres, qu'en général, les invités n'aiment pas trop, mais que moi j'adore, et que vous aussi, je crois. C'est parti, on décolle avec Vincent. Vincent, le nom de famille, c'est McDoom. Le prénom Vincent. Où est-ce qu'on vole là? On vole juste en dessous de là où vous êtes né. Où est-ce qu'on est, cher Vincent? À Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, donc dans la Caraïbe. Les Caraïbes, c'est génial, ça j'adore. Oh, les Caraïbes. Sex and Son. Exactement. Date de naissance, on peut la donner ou pas? Ben oui, mais je suis fier de mon âge, le 27 octobre 65. C'est incroyable, vous avez 59 ans. Vous allez sur vos 60 ans. Le mois prochain. Vous allez nous expliquer tout à l'heure dans la rubrique de la santé comment vous faites pour ne pas avoir de rides. Parce que là, il y a bien une combine quand même. Les gens pensent savoir, mais on verra bien si c'était la même chose. D'accord, ok. Bah oui, les gens pensent à la chirurgie esthétique, mais on va en parler tout à l'heure. On va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, on commence avec une petite photo, évidemment. On va parler enfance. Hein. C'est comme ça dans cette émission. On commence toujours avec le début. Vous pouvez nous dire qui est sur cette photo, cher ça me touche énormément. C'est ma mère et Victoire, elle s'appelle, et mon frère Cookie Donovan Elcock, en fait. Tu vois. C'est un moment où j'étais en vacances à Sainte-Lucie pendant les saisons de Noël et l'année suivante, j'ai perdu ma mère dans le mois de mai. Ouais, elle est partie aussi. Elle est partie, oui. Ouais. Elle a eu un AVC, elle est partie. J'étais la dernière personne avec laquelle elle a parlé et à un moment donné, elle se sentait pas bien. Elle me disait « je vous aime » et c'était la première fois que maman dise « je vous aime » à quelqu'un et elle dit « je vous aime, on parlera plus tard » et elle me dit « écoute, je te passe ta sœur » et ma sœur me dit « écoute, maman, elle est pas bien, on va la ramener à l'hôpital » écoute, elle m'a appelé quelques heures plus tard pour me dire que maman est décédée. Mais maman, elle est décédée aussi 3 heures après son frère. J'ai perdu ma mère et mon oncle, en fait, au même moment. Et lui, mon frère, lui, au même moment, les 3 ont eu un AVC. Mais lui, on a pu l'envoyer à la Martinique, dans un hôpital là-bas. Ça lui a sauvé la vie, en fait. D'accord, ok. Il est toujours avec moi. Votre oncle a aussi eu un AVC? Il a eu un AVC, exactement. En même temps que votre maman, alors? Au même moment que C'est incroyable, cette histoire. Comme quoi. Le papa? Mon père, écoute, il s'appelle, je pense qu'il s'appelle Justin Elcock, tu vois. Et il n'était pas marié avec ma mère, mais ma mère, c'était un chanteur, tu vois, dans un groupe. D'accord. Tu vois, qui sillonnait Sainte-Lucie. D'accord. Et ces chanteurs-là, ils sont jeunes et eux, ils ont des groupies un peu partout. D'accord. Et il a rencontré ma mère, tu vois. Qui était groupie? Une de ses... Ouais. Exactement. Et elle est tombée enceinte de lui et ça a donné qui je suis en ce moment. Mais c'était une relation assez turbulente. D'accord. On est dans une voiture parce que mon père est quelqu'un qui est très violent. J'ai vu de visu, je l'ai vu
en face, tu vois, la violence que lui, il faisait aux femmes aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment dérangé. Il a été violent avec votre mère. Il était violent avec ma mère et je suis venue au monde lors d'une ces altercations violentes quand il a donné un coup de pied à ma mère sous le ventre et lui il est parti. Quand il est parti, il a dit à la voisine, ah ben, écoute, je pense qu'elle est en train de mettre bas. Et la voisine est venue, on a ramené ma mère à l'hôpital et elle m'a eu prématurément à 7 mois. Est-ce que vous l'avez connu, votre père, un petit peu? On me l'a imposé, tu vois. La mère, tu sais, tu viens d'elle. Ouais. Le père, tu ne sais vraiment pas, Ouais. tu vois, si tu viens d'elle. Et oui, ma grand-mère, le père de Justin, ah ben lui, il est le fils préféré. So, elle a voulu voir cet enfant-là D'accord. et elle a voulu récupérer cet enfant-là. Et ce qu'elle faisait avec la plupart de ses enfants masculins, en fait, pour essayer d'avoir de l'argent de ces garçons-là, les garçons, quand ils ont eu des enfants avec leurs femmes respectives, ils prenaient l'enfant, ils le donnaient à leur mère pour que la maman élevait l'enfant. So, moi, j'étais D'accord. élevée par ma grand-mère. Ok, d'accord. Donc votre mère, en fait, vous a pas élevé du tout. Ma mère ne m'a pas élevée, non, pas du tout. D'accord. On lui a pas donné l'opportunité, l'occasion de élever son enfant. Est-ce que c'est vrai que vous avez 21 frères et sœurs? Nous sommes exactement, parce que maman, elle a 5 enfants avec 4 partenaires et mon père, il a 17, je pense, 18 enfants avec 8 femmes différentes. D'accord. Il était marié une fois de sa vie. Est-ce que votre père, vous l'avez revu récemment? Mon père, je l'ai revu récemment. C'est bizarre, la relation entre mon père et moi est quand même assez, ça monte et ça descend. D'accord. Mais mon père, il a toujours dit que je suis pas son fils. Et moi, j'ai toujours pensé c'est parce que moi, je suis différent. Oui, d'accord. Moi. Parce que vous Et mettez des moi, talons j'ai aiguilles. toujours été rejeté. Mais aussi, mon père a tout fait pour que je n'ai pas de relation avec mes autres frères et sœurs. Ah ouais, d'accord. En fait. Il a bloqué. Et oui, non seulement il a bloqué, mon père disait, ah ben, écoute, tu es homosexuel et tu vas contaminer les autres, parce que chez nous à Sainte-Lucie, malheureusement, c'était comme ça. Et je suis très content de vous le dire. Ah ben, écoute, cette loi archaïque, tu vois, sur l'homosexualité et l'acte homosexuel, en fait, maintenant, la loi a changé depuis le mois de mai. So, à Sainte-Lucie, maintenant, ce n'est plus une acte criminel, parce qu'à Sainte-Lucie, jusqu'à cette année, le mois de mai, c'est un acte criminel. Et je travaillais et je militais énormément et je travaillais avec le gouvernement à Sainte-Lucie pour essayer de changer cette loi. So, finalement, c'est fait. Je suis très content. Comment vous l'avez vécu, alors, cette sexualité quand vous étiez enfant? Vous le saviez depuis le début que vous étiez différent, comme vous dites? C'est étrange, mais tu ne sais pas que tu es différent. C'est le regard de l'autre qui te fait prendre conscience que tu es différent. C'est leur réaction dans le cocon familial, la réaction de public aussi à l'église, parce que l'église, tu viens avec ta grand-mère, elle va voir le prêtre, elle va dire, eh ben écoute, lui il a un problème, il faut absolument que on essaie de faire quelque chose. Le prêtre, lui, il va dire, eh ben écoute, moi je vais le prendre, il va devenir enfant de cœur. Et finalement, tu réalises que le prêtre, il n'est pas en train de vous aider, en fait. Le prêtre aussi, lui, est en train de faire des attouchements sexuels. Et plus tard, avec tout le viol que j'avais subi par mon oncle, avec les attouchements sexuels et les sévices sexuels qui a duré entre 9 ans et l'âge de 13 ans, de temps en temps, 4 fois par semaine, excusez-moi, de temps en temps, c'était quelque chose de très lourd. Sauf finalement, cette sexualité, c'est pas ce que je savais que j'étais, c'est on me l'a imposé. Parce qu'on m'a l'a toujours dit, tu es. Et finalement, écoute, à force de la société, la religion, la famille qui vous impose quelque chose, tu y crois après un moment. Vous parlez d'un prêtre qui faisait des choses bizarres? Oui, quand j'étais plus jeune. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, ce prêtre? Écoute, nous, on devait aller faire les confessions, en fait. Ouais. Et quand on devait y aller faire les confessions tous les vendredis, mais aussi le week-end, c'était l'église, on devait y aller parce que moi j'étais enfant de cœur. Le prêtre prenait ses plaisirs avec moi, en fait, tout simplement. Dans le confessionnal? Dans le confessionnal.
C'est incroyable cette histoire. Vous l'avez revu, ce prêtre? Vous avez porté plainte? Non, je n'ai pas. À Sainte-Lucie, un enfant ne sait pas que tu as des doigts. Un enfant ne sait pas que tu peux porter plainte. D'accord. Un enfant pense quand tu es C'est trop tard aujourd'hui. homosexuel. Moi, je pense que ce n'est pas trop tard aujourd'hui parce que la loi a Ouais. changé. Mais je vais faire une procès quoi à un Vous prêtre dites qui que est parce mort. que vous dites en fait que parce que vous étiez homosexuel, on considère que c'est normal qu'un prêtre vous touche. C'est ce qu'on considère là-bas, en gros, ce que vous me dites. C'est ça? Non, c'est pas ça. Le chose c'est quand tu es gamin, tu penses que tu es homosexuel parce qu'on t'a tellement imposé. Ah ben écoute, tu fermes la bouche parce que tu as tellement honte d'être homosexuel d'accord, en je fait. comprends mieux, pardon. Le j'avais mal problème est compris là. votre propos. Tu vois. Ok, d'accord. Et après, il y a eu cet oncle alors qui vous a touché aussi. À l'âge de 9 ans, ça a commencé parce que ce monsieur qui était, si tu veux, un dirigeant de la presse D'accord. locale et lui, il était le 3e fiancé de ma tante, le frère, la sœur de mon père. Et ce monsieur, il venait souvent à la maison et il demandait à ma grand-mère souvent si moi je peux partir avec lui parce qu'il voulait acheter des affaires pour sa femme. Et à un D'accord. moment Ok. donné, sa femme, les sévices commencent là. Et à un moment, ma grand-mère, elle ne savait pas, même si je ne voulais pas, mais parce que j'ai été aussi le neveu favori de cette tante-là, D'accord. quand elle est tombée enceinte de leur premier enfant, elle m'a demandé d'y aller vivre avec eux Voilà. pour que je puisse l'aider. Et D'accord. pendant ce moment-là, et pendant toute sa grossesse, en fait, je me suis fait violer par son mari pendant toute la grossesse. Alors lui, c'est pareil. Vous l'avez revu. Il est toujours vivant. Ce monsieur, il est toujours vivant. Et en 2002, je pense, je suis reparti à Sainte-Lucie pour le funérail d'une copine à moi que je grandis avec. Et lors de cette funéraille, la presse est venue me voir, me dit « Maintenant, Monsieur McDoom, vous êtes connu en France, ce sera bien que vous puissiez expliquer comment tu as réussi à les jeunes et ça peut donner Envie, tu vois, envie à ces jeunes-là. » Et je suis allé le lendemain sur un talk show en direct, en fait. Et pendant que j'étais en train de faire cette émission en direct, le présentateur m'a présenté la même question. Pourquoi tu reviennes pas à Sainte-Lucie travailler avec les jeunes? Et moi, je lui ai dit, moi, je ne me sens pas bien à Sainte-Lucie. Et lui, il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai dit, j'ai été violée. Et comme par hasard, cet oncle-là, il avait gravi les échelons et il était ministre dans le gouvernement. Et je balançais son nom et à ce moment-là, ah ben écoute, ça a fait toute une grabuge à Sainte-Lucie avec la presse, avec la D'accord. politique. Ça a déstabilisé la politique à Sainte-Lucie. Et finalement, après quelques années, en fait, après 2 ans de va-et-vient entre moi et lui et la presse qui disait une chose, moi je disais une chose, ben, à un moment donné, il y a un autre garçon qui a dit ce que Monsieur McDoom a dit. Moi, je l'ai subi aussi dans une émission de radio et à ce moment-là, mon oncle, il devait partir. Et là, ben écoute, je suis devenu personnalité de l'année parce que, en fait, j'ai été le MeToo avant le MeToo. En fait. D'accord. Ok. Il est toujours en poste aujourd'hui? Il n'est pas en poste depuis je l'ai dénoncé. D'accord. Et il ne travaille plus. D'accord. Il vit toujours avec ma tante, même s'il n'y a rien entre eux. Mais il vit que pour la société, il le paraît. Malheureusement, Incroyable c'est cette comme ça. histoire. Votre maman, elle a réagi comment à tout ce qui s'est passé? Ma mère, elle était... En fait, quand je expliquais ce qui se passait à ma mère, elle comprenait. D'accord. En fait, elle comprenait. Et finalement, quand j'ai expliqué que mon oncle m'a violée, toute la partie de la famille sur le côté de mon père, je l'ai perdue. D'accord. Ah ouais. Aujourd'hui, le lendemain, je l'ai perdu. Et heureusement, j'avais le parti de côté de ma mère. C'est marrant ça. En disant les choses, des fois, on perd des gens. Tu perds. Parce qu'ils y croient pas ou parce qu'ils vous en veulent? C'est pas ce qu'ils n'y croient pas, c'est parce que pour eux, tout ment. D'accord. Fait. Ah ouais, vous Et pensez chez que c'est nous, il y a une certaine hiérarchie, en fait. Ben, si quelqu'un est plus âgé que toi, même si c'est un mois plus âgé que toi, ben, s'il y a quelque chose, c'est lui qui a raison, pas vous. Tu vois. Allez, le survol de la carrière avec Vincent McDoom. Évidemment, vous étiez au début, vous travaillez en tant que couturier pour Yves Saint Laurent ou encore Paco Rabanne. Vous allez faire plein de choses. Et puis, ce qu'on a oublié sur vous, Vincent McDoom, c'est que vous êtes un des premiers à avoir été speakerine
speaker, je sais pas comment on dit. On va regarder Nous, on appelle ça en une France. petite vidéo. Regardez, c'était lors d'une émission qui s'appelle On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous étiez présenté et alors c'est là qu'on va voir que les choses ont changé. Il y a une animatrice, une ancienne speakerine qui est là et qui découvre en fait que vous êtes un homme habillé en femme et que vous êtes speakerine et ça lui plaît pas du tout. On revient dessus. Je crois que c'est Madame Leclerc, si je me trompe pas. Regardez. Evelyne Leclerc. Vincent McDoom et bienvenue à notre soirée cinéma sur Paris Première. Vincent McDoom est un homme, mais il a tout l'air d'une femme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est la nouvelle speakerine de Paris Première. Suivi par rive gauche, rive droite, rive droite, rive gauche. De quoi étonner et surprendre les 3 800 000 foyers abonnés à la chaîne du câble et du satellite, à commencer par celles qui ont fait ce métier avant lui. C'est une femme ou c'est un homme? C'est censé être un homme. Hélas, c'est le moment de se quitter. C'est sûr qu'autrefois, je ne sais pas si une telle ambiguïté aurait pu être acceptée de la direction des chaînes ou des téléspectateurs. Elle est amère, hein. On sent cette speakerine Evelyne Leclerc que ça lui plaît pas du tout. Je n'aime pas ce mot, mais je dirais plutôt aigri en fait. Tu vois, il faut vivre aussi avec son temps. Mais vous voyez, dans cette émission-là, il y a eu un certain respect par rapport à la chaîne, par rapport à le public, et je me suis jamais mis en robe. J'ai toujours été en pantalon, habillé dans les vêtements des garçons. Ouais. Sous moi, par rapport à mon physique, ça a pris un aspect beaucoup plus féminin parce que j'ai un physique qui est beaucoup plus féminin. Et par la suite, parce que je commençais à porter des robes que quand je suis rentré dans la ferme. Mais avant, je toujours portais des pantalons et des talons. On est en quelle année quand vous arrivez sur Paris Première, vous commencez à être speakerine? C'était en 2002. Comment... Non, 2000, l'année 2000. 2000. En fait. Comment ça va être vécu, ça? Là, on voit, Evelyne Leclerc, ça lui plaît pas du tout, hein. On comprend, vous dites qu'elle est aigrie. Comment ça va être vécu dans le milieu? Vous allez entendre des échos négatifs par rapport à ça? Il y a des gens qui vont se... Étrangement parlant, non. En fait. Vous devez savoir que moi, certes, le public ne comprenait pas qui j'étais, en fait, parce qu'il n'y avait pas de personnes comme moi à la télé. Même moi, je cherchais quelqu'un comme moi à la télé, ça n'existe pas. Ouais. Et finalement, le public voit cette ovni qui arrive à la télé avec une paire de talons aiguilles. Le public ne comprenait pas. Mais par contre, sache bien que moi, j'ai toujours dit, et les gens ne croient pas ne croient pas quand je dis ça, j'ai jamais subi. Ouais. Par rapport à le grand public en général, de la discrimination par rapport à qui je suis, par rapport à ma sexualité, par rapport... La France est une des pays, pour moi, c'est le pays de luxe et de bon goût. Et la France m'a fait aimer qui je suis, que je détestais qui j'étais à Sainte-Lucie, en fait. Ça. Parce que en France, j'ai appris à aimer d'être mince, à appris d'être différent, à appris à être original et authentique. La France m'a appris ça. Avec qui vous êtes. Tu vois? So, des personnes comme Evelyne Leclerc, peut-être, là, j'ai en train de voir une certaine forme d'intolérance, mais le seul intolérance que j'ai vécu dans ma vie, c'était dans le... Non, pas que à Sainte-Lucie. Parce que moi, je suis partie de là. Je ne fais rien. Tu vois, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je suis un jeune homme. Je suis en train de chercher quelqu'un, une communauté qui me ressemble. Ben, écoute, je m'engouffre dans la communauté alphabet, tu vois, à l'époque. Et malheureusement, en fait, ça, c'est la communauté qui m'a rejeté. En fait. Parce que dans la communauté alphabet, on sait, c'est une ombrelle. Tu vois. Alphabet, c'est voilà, LGBT, voilà. Plus, gay, plus, pire. Ça veut dire tout simplement en attendant, tu vois, ils vont ajouter quelque chose. Parce qu'avant, nous avons le LGB. Ça, c'est des sexualités, bisexuelles, hétérosexuelles et homosexuelles. Et après, on a ajouté des idéologies. Ça veut dire le T, le Q et le plus qui va arriver. C'est toutes les choses. En fait, on a mis toutes ces personnes-là sous une même ombrelle en sachant bien que toutes ces personnes-là ne s'entendent pas. Il y a toutes ces communautés qui essaient de tirer les épingles du jeu, mais en oubliant tout ce que le LGB a fait pour la visibilité. Exactement. Il faut jamais oublier ça. On enchaîne avec la ferme célébrité. Ça va vous conférer une très belle notoriété. Ça, c'est en 2003.
4 et on vous découvre. Alors on voit là une belle photo avec tous vos amis qui étaient là-bas. Il y a Pascal Olmeta, Evangélie, Elodie Gossuin, Daniel Gilbert, Mousse Diouf, Maxime, Massimo Gardia ou encore Mia Fry. C'est vrai que c'était une belle aventure. Vous avez explosé en fait dans cette émission parce que les gens vous ont découvert et vous ont aimé aussi, Vincent McDoom. Le public qui ne me connaît pas sous une chaîne beaucoup plus parisienne, tu vois, et beaucoup plus privée, tu vois, beaucoup plus snob que Paris Première, me découvre chez TF1. Et là, dans une émission qui passe tous les jours, dans une émission en Access Prime, le lendemain matin, on le passe aussi. Il y a une chaîne en continu. Ah ben, écoute, ça a explosé. C'est une émission qui faisait 8 millions de téléspectateurs en Access Prime et en Prime, ça faisait de temps en temps 11 à 12 millions de téléspectateurs. Quelle émission fait ça en ce moment? Maintenant, si tu fais 1 million, on dit Jean-Marc Morandini, il va brandir le drapeau pour dire ah ben écoute, c'est un succès fou, tu vois. So la femme célébrité, je n'ai jamais et je ne pourrais jamais être péjoratif sur cette aventure. Exactement, parce que je passais des bons moments, j'ai appris à connaître des personnes. Chaque personne ont leur ego à eux, mais tu dois apprendre quand tu vis en communauté comme ça. Alors en effet, il y a pas mal de personnes qui vous ont apprécié, notamment le public, mais par contre, il y a une personnalité qui vous a détesté, hein, pas le contraire. Massimo Gardia, en effet, que j'ai reçu il y a pas très longtemps dans une émission chez Jordan à l'époque sur C8 et qui a dit « Je ne pouvais pas saquer Vincent McDoom avec son maquillage » et il m'a dit par la suite qu'il vous avait dit « Mais pourquoi tu mets du maquillage? Tu es laid en femme et tu es laid en homme. » Donc il vous a vraiment dit ça, les yeux dans les yeux. Il me l'a dit, effectivement. Mais tu sais, au moins, il le dit en face, tu vois. Il le dit pas derrière. Moi, je regardais. C'est dû à recevoir cette information. Mais par contre, Massimo m'a aidé, tu vois, à être plus fort quand je suis sorti dans cette émission-là. Et je réalisais à ce moment-là que les points de vue de Massimo n'avaient rien à voir avec le public en général, tu vois, parce que le public m'aimait. Mais il faut pas oublier non plus, Massimo était un gigolo. Massimo, il pensait qu'il aurait pu faire ça toute sa vie, et c'est ce qu'il faisait avec beaucoup des jeunes hommes et beaucoup des jeunes femmes, parce qu'il mettait les jeunes, tu vois, c'était le Ghislaine Maxwell quelque part, tu vois, mais low cost, tu vois, chez Temu, tu vois, et c'est lui qui mettait les jeunes en contact avec les vieux qui sont riches. Et lui, il touchait de l'argent par de suite. Ah oula, d'accord, ok. Ah mais je sais de quoi je parle, parce que Massimo Gardia m'a appelé par la suite, parce que Massimo Gardia, il y a eu un moment où le chose n'allait pas très bien pour lui, et lui, il avait besoin d'argent. Il avait fait connaissance avec ce Suisse milliardaire, tu vois, qui s'appelle Bernard Nico, tu vois. Et ce Suisse, écoute, adorait la personne que je suis, il aimait, tu vois, ma spontanéité, il adorait ma beauté, et lui, il a dit ça à Massimo. Et Massimo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu quelque chose de ce monsieur suisse, que moi, je vais apprendre par la suite. Et lui, il va m'appeler et me dit, écoute, Vincent, j'ai un ami à moi qui veut faire connaissance avec toi. Et ce monsieur voulait sortir avec moi. Et Massimo voulait me vendre à ce monsieur-là. Quoi? En fait. Voilà. Histoire. Tu vois? C'est une histoire véridique. Comment ça vous vendre? Et moi, quand je dis vendre, en fait, écoute, si moi, ils me mettent en contact avec ce monsieur, moi et ce monsieur, peut-être ce qui se passait, Massimo va avoir quelque chose en retour. Parce que Massimo ne fait rien du tout si lui, il n'a pas quelque chose en retour. Et en fait, souvent, c'est au dépend de notre personne. Voilà. D'accord, ok. C'est fou cette histoire. C'est une histoire véridique. Comment ça s'est passé à la ferme célébrité avec les autres? Ça s'est bien passé. Pascal Olmeta, il y avait une amourette, on disait on parlait. Amourette. Non, Pascal. En fait, c'est lui qui a gagné l'émission d'ailleurs. C'est lui qui a gagné l'émission. En fait, c'était une belle émission, une belle expérience. Et ce qui était magnifique avec Pascal Olmeta, c'est le public qui comprenait pas qui j'étais, était en train de voir un idole de foot. Ouais, bien sûr. Dans une relation et deux hommes où
normalement, la vie allait pas ramener ces deux hommes-là ensemble. Exactement, ouais. Une émission a mis ces deux hommes-là ensemble et on était en train de vivre une belle amitié, une belle friendship, quand on dit, entre deux hommes. Et le public disait, eh ben, écoute, si Monsieur Olmeta, il peut être ami avec quelqu'un comme ça, eh ben, écoute. Et là, c'était magnifique. Ben, je terminais une pièce de théâtre avec Pascal. Ben oui, c'est vrai. C'est un bon moment qui s'appelle Hasta la vista, tu vois. Et moi, je passais de bons moments de retrouver Pascal, de retravailler avec Pascal. Et beaucoup de choses ne changent pas. C'est toujours la même personne. C'est quelqu'un de magnifique. Il y avait notamment aussi Maxime, l'humoriste. Pour lui, ça s'est très mal passé parce qu'en fait, ça a été très mal vécu le fait qu'il fasse l'émission. Et du coup, il a perdu des contrats derrière et ça a été très compliqué pour sa carrière d'humoriste derrière, de continuer. Hein, comme quoi, ça marche pas toujours de faire des émissions. Ça, je peux comprendre parce que en fait, moi, il faut pas oublier non plus que je travaillais dans le milieu de la mode, en fait. Et moi, beaucoup des grandes maisons me prêtaient des vêtements, beaucoup de grandes maisons m'invitaient à le premier rang de défilé, des choses comme ça. Et pour les grandes maisons, le fait d'avoir fait un télé-réalité, le télé-réalité, c'est pas le télétrash qu'on voit en ce moment. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'était des personnalités qui étaient dans cette émission-là. Et à ce moment-là, écoute, beaucoup de maisons, comme la maison d'Emmanuel Ungaro, a dit, écoute, je veux plus habiller Monsieur McDoom, tout simplement. Ah oui, d'accord. Vous avez subi ça. Je peux comprendre, en fait. Ça, on vous a déshabillé, vous, en fait. Après, vous voulez plus vous habiller. Exactement. Parce que vous avez fait l'émission. Et ça, je comprends parce qu'il y a certaines maisons qui n'ont pas voulu travailler avec moi parce que j'avais fait cette émission. Il y avait notamment Mia Fry. On n'entend plus du tout parler de Mia Fry. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que ça s'est bien passé avec elle? Bah oui, Mia Fry, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui a, si tu veux, une sens d'humour très américaine. C'est quelqu'un de beaucoup d'énergie. Je l'ai vu lors de comment il s'appelle ça, le comédie musicale de Josephine Baker, et on était en train de parler. Mia n'a pas changé. Elle se met maintenant, elle a une nouvelle passe-temps. Elle se met à faire des perruques. Quand tu le vois, elle fait des perruques. Elle fait les perruques pendant le comment il s'appelle, le Covid. Le confinement. Elle fait les perruques. Et moi, parallèlement, je faisais des vêtements en crochet. Ça faisait plaisir de la voir. Et en fait, elle va bien. Oui, elle va super bien. Et là, j'étais en train de parler avec Magloire qui me dit, ça sera bien qu'on relance parce que ça fait un moment, il pense à ça, de relancer, tu vois, la folle route avec lui. Et lui, il m'a dit, il va aller voir Sébastien Coé des chaînes de télé pour essayer, des maisons de production comme Alexandre Laroche-Joubert pour relancer ça. Mais moi, j'ai eu une idée aussi de faire quelque chose comme ça avec Mia. Ça peut être drôle. Ça pourrait être très marrant. Ça peut être super drôle. On y vient à la folle route, évidemment, une émission qui a cartonné. On a adoré. Bien. Il y a eu 3 saisons, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. La folle route 1, la folle route 2, la folle route 3. Voilà, vous êtes dans une toute petite voiture et puis à l'idée de génie de Sébastien Coé, en l'occurrence, c'est de vous mettre dans cette voiture très très rabougrie, en fait, être petite. Et il y a un Magloire qu'on embrasse très fort, qui a perdu beaucoup de poids, mais c'est vrai, qui a une posture, on va pas se mentir. Et vous, Vincent, donc vous êtes tous serrés l'un à côté de l'autre et vous allez dans des endroits à rencontrer des gens. C'est en effet une émission qui a très bien marché et c'était sur Énergie 12, si je me trompe pas. C'était cette émission, vous devez savoir, j'ai eu l'idée de cette émission. Et le concept est à moi. Ouais. Et j'ai eu cette idée parce que je regardais et j'ai appris à connaître et à aimer la France, tu vois, à travers les infos de 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Et lui, il allait chez les gens, il montrait la France de terroir. Et je disais, écoute, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et après, je regardais une émission américaine qui s'appelle The Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie. Et je dis, ça sera bien de combiner les deux. Et j'ai eu cette idée de parler avec Cécile de Minibus. Cécile de Minibus a ramené ça à Coé. Et Coé a trouvé ça génial. Alors, ça pourrait revenir? C'est en cours en ce moment? Écoute, Magloire m'a appelé hier, justement, pour en parler. Et il aimerait bien qu'on aille voir Sébastien, voir d'autres personnes qui peuvent s'intéresser. Relancer la folle route. Bah oui, parce que c'est la folle route. Ouais. Alors, on va faire un petit tour des personnalités qui sont aujourd'hui dans notre giron. Les personnalités dont on entend beaucoup parler, à droite et à gauche, notamment. La première que je vais vous présenter, j'aimerais votre avis sur Aya Nakamura. Francky Vincent, notamment, avait eu des propos assez difficiles sur elle en disant que ça n'avait pas chanté, que c'était pas normal de la mettre aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation et qu'est-ce que vous pensez de la femme en général? J'aime la femme, j'aime bien que elle est sortie, peu importe d'où elle vienne, elle est devenue quand même incontournable, en fait. Moi, j'aime bien
la possibilité de lui avoir mis, tu vois, dans cette ouverture de Géo, ça lui a donné une ouverture mondiale. Ça, je trouve ça magnifique. J'adore sa voix. Je trouve tout simplement qu'elle a besoin d'un bon styliste, mais mis à part de ça, j'aime la personne. Je pense qu'elle est mal habillée. Je sais pas qui est la personne. Elle devait virer son styliste et prendre une autre personne. Parce que c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Moi, là, cette tenue, vous aimez pas cette tenue? Ah bah, c'est Dior. C'est vraiment très joli. C'est de la couture. Mais, par contre, tu vois, dans la vie quotidienne, si des grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier ne lui prêtent pas des vêtements, ou elle n'a pas des vêtements comme chez Schiaparelli, des choses comme ça, ce qu'elle porte dans la vie quotidienne, moi, je trouve ça pas bon. C'est pas beau. Je trouve ça la vulgarise, en fait. Or, je trouve, c'est une belle femme, elle est grande, elle est très élégante, moi, j'aime bien. Vous aviez entendu ce qu'avait dit Francky Vincent sur... J'ai entendu et ça m'a beaucoup fait la peine. Et ça m'a fait la peine. Pourquoi? Parce que, quand même, c'est un grand-père, c'est une jeune fille qui est en train de prendre son élan. Il devait être là en train de lui pousser, lui donner la possibilité, être le vent sous son aile, qui lui donne la possibilité de prendre cet élan. Mais en fait, j'ai vu une certaine aigreur chez lui en train de descendre cette fille. Mais excusez-moi, et lui, ils disent qu'elle peut pas chanter, elle chante mal, et les textes sont pas bons. Mais excusez-moi, ces textes à lui, c'est quoi? Si c'est pas des textes en bas de la ceinture, il y a quoi d'autre? Les grands Guy Vincent, c'est. Mais c'est ça. Oui, c'est toutes les émissions, c'est toutes des chansons très coquines. Mais par contre, ce que je trouve inadmissible, que cette personne-là a eu quand même une médaille, tu vois. Ouais. Pas la Légion d'honneur pour. Oui, il a eu en effet, il a été médaillé. Ouais. Mais moi, je trouvais ça bizarre. De quoi? De quel mot? En fait, de pipi caca, et moi je trouve ça inadmissible. Et moi, déjà, il n'y a pas beaucoup de noirs à la télé. Quand il y a un noir qui prend sa place, écoute, moi je pousse cette personne. Sauf si j'ai un problème personnel avec la personne. Ouais. Mais quand je n'ai pas un problème personnel, ou cette personne-là ne m'a rien fait, écoute, je suis là pour aider cette personne à prendre son élan. On enchaîne avec une autre personnalité qui a beaucoup fait parler de lui. Évidemment, c'est Bilal Hassani. Ce garçon, il a le droit d'exister, en fait. Bah oui, quand même. Bah oui, moi je ne dirais pas. Oui, mais ce garçon-là a le droit d'exister. Ce que je trouve un peu dommage que, en fait, cette personne, tu vois, moi, il a le droit de faire ce qu'il fait. Mais moi, quand les associations ou les communautés voulaient me récupérer pour que moi je devienne le porte-parole, je ne voulais pas. Parce que mon emballage n'avait aucun message à faire repasser. Mais j'ai eu l'impression que ce garçon-là, il est tellement désespéré, tu vois, il est mal habillé, je suis désolée, mais je trouve très mal habillé. Moi, je trouve qu'il est tellement désespéré, il a tellement envie de paraître, il accepte tout et n'importe quoi. Oh, ce garçon, c'est un chanteur. On a oublié que lui, c'est un chanteur. Oui, c'est vrai, il chante très bien d'ailleurs. On oublie et on ne sait même pas quelles sont aucune de ses chansons à faire un hit, en fait. Il a jamais sorti un hit. Parce que on est en train de faire tout autour de sa sexualité. On a l'impression tout se résume à sa sexualité et sa perruque. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il a fait l'Eurovision quand même. L'Eurovision, écoute, moi je regardais l'Eurovision quand il a fait. C'est tout simplement, on voulait une représentation trans. Tu vois, et c'était lui, cette représentation. Oui, il n'est pas trans. Mais il y en a eu beaucoup avant. D'ailleurs, il est comme vous. C'est un homme qui s'habille en femme. Non, mais à un moment, il se disait trans. D'accord. Tu vois? Okay. En fait, il change de sexualité ou de genre, tu vois, quand ça lui plaît, comme il change de slip, ou quand ça va lui ramener de la visibilité un peu plus, tu vois. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais par contre, ce garçon-là, il a le droit d'exister. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux parce qu'il est jeune et jaloux? Parce qu'il est... Ah non, j'ai 60 ans. Si lui, il va être comme moi à 60 ans, écoute, c'est tout le mal que je lui souhaite. On enchaîne avec une autre personnalité des réseaux. Morgan Makeup, vous connaissez? C'est qui ça? Alors, elle fait du make-up. Bon, c'est un petit peu un Ah bon? Oui. Elle fait du make-up et elle ressemble à ça? Oui. Et elle est maquillée comme ça? Bah là, oui, je pense que c'est un de ses plus beaux maquillages d'ailleurs. Hein. C'est réussi là, ouais. C'est une des plus beaux maquillages? Oui. Ouh là là. Je vais lui donner mon make-up artiste, Ludovic Latoma. Écoute, c'est mon meilleur ami qui est make-up artiste et
qui fait des défilés de mode, qui fait les opéras de Bordeaux, un de directeur. Oui, mais là, c'est elle qui Et est censée donner des conseils. Hein. C'est elle qui est censée... Ah non, là, il y a un problème. On enchaîne avec une autre personnalité aussi. Vraiment, c'est TikTok. une make-up artiste? Mais oui, les make-up artistes. Ouais. Oh, wow. Autre personnalité, c'est évidemment... C'est le dégât de les réseaux sociaux, ça. Ouais. Les réseaux sociaux fait quoi à des Du gens? mal, ouais. Parce que ils ont énormément de followers ou des likes qu'ils sont vraiment, tu vois, ce que Qui eux sait, vous ne n'aimez pas pensent. sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Il y a des gens que vous pouvez pas voir. Non, la chose c'est déjà, je que Instagram, je pas les autres. So, D'accord. toutes les autres réseaux sociaux que les gens Vous avez X, je crois. Hein, Twitter. X, oui, j'en ai X, mais le reste, j'en ai pas. TikTok, Facebook, je n'ai pas du tout. So, moi, si les gens arrivent à vivre avec ça, tant mieux. Mais ce que je trouve un peu dommage, que la télé est tombée dans cette folie, tu vois, de followers et folie de réseaux sociaux. Et on est en train de donner de la visibilité à des gens stupides qui n'ont aucun métier, à n'importe qui, tout simplement parce qu'ils ont des followers et beaucoup de followers. Et en fait, la télé en France leur donne cette visibilité. Ah bah je prends un exemple par exemple, Vincent. Non, on y revient. Pour qu'ils puissent avoir de cette visibilité. Une fois ils ont cette visibilité, ils deviennent des influenceurs, tout simplement pour critiquer la France et aller vivre à Dubaï. Moi, j'ai un problème avec ça. Bah, si et je prends, ces émissions qui font ça, c'est les 50. Ah, les 50, Oui. vous êtes pas fan. Beaucoup. On m'a proposé de le faire, mais il y avait, moi, quand je regardais cette émission, je voyais pas des vrais stars, en fait. D'accord. Je vois des fils, des filles. Après, ça dépend, il y a quand même et, des grosses personnalités des fois hein, dans les 50. Ça dépend. C'est quoi C'est un mélange, c'est un beau mélange. Les grosses personnalités, quoi, Fred? Il y a un peu. Tu vois, non. On va me parler Il de y a Fred parce un qu'on est problème, aussi avec. tu vois. Et non seulement ça, moi j'ai vu quand même plutôt beaucoup des influenceurs ou des pseudo-influenceurs, tu vois. Et cette émission-là, c'est vraiment en bas de pâquerette et c'est mal payé. Genre, si vous aimez pas les 50, vous avez le droit de pas aimer. Et ce qui a, je vous prends une personnalité C'est pas ça que je n'aime pas, en fait. Moi, je n'aime pas le concept. Moi, je le trouve super intéressant. Mais par contre, je trouve que c'est mal payé. Et non seulement c'est mal payé, en fait, le casting est mauvais. D'accord. En fait, j'ai pas envie d'être dans un casting avec des personnes comme ça. Ça ne m'intéresse pas, strictement pas. Ça vous intéresse pas. Alors, si je vous parle par exemple de Lena Situation, c'est quelqu'un qui trouve grâce à votre cœur? Ah, je trouve vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Et en fait, cette fille, elle n'est pas restée tout simplement dans cette cocon acquis de réseaux sociaux, en fait. Elle a développé ça et elle est devenue un vrai businesswoman. Et si je vous parle de Adé Laurent, vous voyez qui c'est? Qui? Adé Laurent, qui, vous savez, a eu des soucis avec la justice, la ministre, notamment Aurore Berger, qui lui a demandé d'arrêter ses vidéos sur TikTok, parce que c'était trop coquin, ça vous dit rien? Ah, je connais pas du Non. tout. C'était trop coquin. Oui, c'est C'est un coquin. garçon. Oui, ah bah non, c'est un garçon, oui. Ah, ok. C'est un peu désespérant. Oui. En tout cas, d'en arriver ça, là, Oui. pour avoir fait des TikTok et des choses comme ça, tout simplement, un peu coquin, tout simplement pour exister. Et Et dernière, je trouve que c'est horrible de ramener ou de abaisser la politique à le caniveau. on enchaîne avec le check-up santé. Vous avez 59 ans, vous êtes né le 27 octobre 1965, comme on le disait en début d'émission. Vous allez bien? Ah, ça va super bien, Ouais. enfin. Vous avez des soucis de santé, vous, Vincent? Non, pas Jamais. du tout, jamais. Comment vous faites pour rester jeune comme ça? Comment je fais pour rester jeune? Je vis pas avec le stress. D'accord. J'en ai, ça va bien. J'en ai pas, ça va bien. Certes, on a tous besoin de travailler, tu vois, mais je pense mon intégrité m'empêche parce que je dis des choses, je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et ça peut déranger, ça je suis conscient, mais de toute façon, j'ai toujours habitué les Français et peu importe la chaîne de télé ou la direction, le fait que je vais dire ce que je pense réellement. En quoi, Et, qu'est-ce qui dérange, par exemple, maintenant, ce que vous dites? la télévision en ce moment, tu dois toujours être politiquement correct. Je suis Ouais. pas quelqu'un de politiquement correct. En fait, en ce moment, quand on est en train de voir cette propagande autour de l'idéologie trans, quand on voit le propagande autour de cette idéologie trans, ce n'est pas une sexualité qui est poussée et qui est hijackée par la politique qui impose maintenant
à, tu vois, comment ça s'appelle, les chaînes de télé, de pousser cette idéologie. Et en fait, on n'entend que le pour, on n'entend jamais le contre. Et quand tu es le contre, c'est soi-disant tu es homophobe ou tu es transphobe. Je suis pas transphobe. Je ouvert le chemin pour que ces personnes-là puissent exister aujourd'hui. En fait. Et par exemple, aujourd'hui, votre coup de gueule, il est sur quoi? Par exemple, il y a Drag Race là qui est à l'antenne sur France Télévisions, si je me trompe pas. Vous trouvez Cette ça bien? émission a le droit d'exister, mais malheureusement, en fait, ce que je n'aime pas avec cette émission, moi, le drag à l'époque, c'était une métier. C'est pas forcément des gens qui se considèrent comme des trans. Ouais. En fait, tu vois. En ce moment, écoute, il y a toute une amalgame et les gens mettent tout sous le même ombrelle encore, cet alphabet-là. Et les gens n'ont pas compris la différence entre un homosexuel, un drag, un transsexuel et un travesti. Tu vois, et on a tout englobé ça sous une chose qui s'appelle trans. Et souvent, les gens font cette mauvaise chose en train de penser que je suis trans. Je n'ai rien contre la communauté trans, rien, strictement rien du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Mais personnalités par contre, qui représentent mal la communauté trans? est-ce que non, les personnes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en fait. Ce que je n'aime pas en fait, c'est cette imposition. Pas parce que tu me dis que tu es une banane et je vois en face de moi une pomme, je vais vous appeler une pomme. Non, pas parce que vous êtes une banane et je vois en face de moi. Non, je reprends. Ouais. Vous êtes une pomme, mais vous êtes en train de m'imposer de vous appeler une banane. Or, en face de moi, je vois une pomme. Je vais pas vous appeler une banane juste pour vous faire plaisir. Et moi, je me sens comme si tu es en train de m'imposer quelque chose qui est faux, en fait. So, c'est toute cette mensonge autour de cette idéologie. Et aussi, tu vois, le non-information, parce qu'on fait croire, on est en train d'informer, mais il y a des désinformations, tu vois. Et cette désinformation, il crée une certaine confusion chez les jeunes, pour moi. Et le problème pour moi, c'est cette confusion chez les jeunes, de faire croire aux jeunes que tu es né dans le mauvais corps, de faire croire aux jeunes tu peux choisir. Ça vous dérange, ça? Oui, ça me dérange excessivement. Tu vois, de faire croire aux jeunes tu peux choisir ton sexe. Non, tu sais, le période préadolescent et adolescent, c'est un moment crucial dans la vie d'un gamin, en fait. C'est là on décide, c'est là on joue avec notre sexualité. Et de temps en temps, en fait, on impose, tu vois, que le gamin commence à prendre des puberty blockers. Et les puberty blockers est très dangereux pour une fille. Si elle prend le puberty blockers très jeune et elle décide après, elle ne veut plus être devenir un garçon, après elle devient stérile. Et le garçon, s'il prend trop tôt, écoute, il y aura un problème. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour vous pour régler ce problème, si pour vous c'est un problème? Le problème pour moi, c'est laisser ces gamins-là deviennent à l'âge d'adulte et avoir une suivi psychiatrique, mais très approfondie avant de prendre une décision. Parce que on peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que selon vous, Vincent McDoom, si j'ai bien compris, si un enfant se sent dans le corps se sent femme, par exemple, si c'était un homme qui se sent femme, il devrait... Un enfant ne se sent pas femme, ça c'est faux. Mais si, vous voyez, non, c'est ce qui se passe en ce moment. Non, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Un enfant, non. L'enfant, il suffit qu'il regarde entre ses jambes et il va voir ce qu'il a. Moi, je suis navré. Et vous pouvez pas dire ça, Vincent McDoom. Vous savez très bien. On est aujourd'hui dans une société où tout est ouvert et en effet, si aujourd'hui... Ça, c'est pas de la ouverture. Mais si une fille se sent plus garçon et il y a des enfants... Ça, c'est formatage. Non, excusez-moi. Vous savez bien qu'il y a des enfants qui se foutent en l'air à cause de ça. Parce que justement, ils se sentent pas dans le bon corps. Mais vous pensez, mais c'est parce que ces besoins-là. Mais si on m'a dit que j'ai un problème de santé, je cherche de l'aide pour aider à faire ça. Pour moi, ces jeunes-là, peut-être c'est un problème mental. Mais là, vous venez en arrière en disant ça. Non, parce que je dis ça, je reviens en arrière. Excusez-moi, c'est vous le problème avec la société. Mais non, c'est l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit pour mutiler des gamins, c'est de la mutilation. Mais non, mais le changement de sexe d'un enfant, tu es en train de dire ça, mais toi, tu n'en parles jamais, tu vois, d'une chose qui me dérange, tu vois, parce qu'on veut pas que les gens sachent ça. En fait, c'est le nombre de suicides. Quand eux, ils ont réalisé que ce qu'on leur a promis, écoute, tu sais, la dysphorie des gens existe. On a besoin tout simplement de trouver de l'aide pour cette dysphorie. Pas parce que tu te mutiles le gamin,
le dysphorie, ils s'en va, hein. Ça va pas y aller. Il y a 2 sexes, hommes et femmes. Eh ben, il y a plusieurs gendres. Oui, je veux bien croire. Mais ça ne veut pas dire biologiquement que tu es ce que tu penses tu es. Alors, à partir de quel âge on pourrait, selon vous, dire, voilà, j'ai envie de changer de sexe? À partir de quel âge, selon vous, Vincent? Moi, je pense qu'il faut laisser le gamin faire son préadolescence, son adolescent, et au moment que lui, il devienne à l'âge adulte, 18 ans, il commence à suivre pendant plusieurs années de la psychiatrie pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. En ce moment... C'est-à-dire que selon vous, il faudrait qu'il aille en hôpital psychiatrique, mais non, pas en du tout. psychiatrie, enfin qu'il fasse de la psychiatrie. Exactement. Mais il faut qu'il soit suivi par un psychiatre. Mais il faudrait pas qu'il change de sexe. Ben non, il faut pas qu'il change de sexe tout de suite. Donc vous refuseriez le changement de sexe? Tu sais, si la personne devient une adulte et la personne à un moment, il insiste qu'il est pas bien dans cette sexe-là, eh ben écoute, à l'âge d'adulte, il a déjà expérimenté sexuellement. Maintenant, il sait où il va. Lui, il peut décider, eh ben écoute, j'ai envie de changer de sexe. Tu es un adulte, tu fais ce que tu veux. Mais ce que je n'aime pas, c'est cette information biaisée qu'on est en train d'imposer à des gamins en ce moment. Moi, j'ai un problème avec ça, en fait. Et parce que je dis ça, moi, je suis transphobe. Non, je suis pas transphobe. Je fais des mises en garde, tout simplement. D'accord. J'ai entendu. J'écoute ce que vous me dites. Merci. Je suis pas d'accord forcément avec ce que vous dites, parce que forcément, mais on va fermer la parenthèse, mais parce que vous êtes l'exemple de l'ouverture d'esprit, notamment en télé, sur notamment les années où vous avez commencé. Mais si tu écoutais bien ce que je disais, oui, mais je comprends ce que vous dites. Jordan, je disais, mon emballage n'avait rien à véhiculer en fait. So, moi, si les gens disent que je suis une ouverture d'esprit, ouverture, tout simplement, on a pu voir un homme différent. L'aspect d'un homme différent. Mais je n'ai jamais dit que je suis une femme. Et par exemple, vous avez jamais eu envie de changer de sexe? Non, pas du tout. Si je me réveille le matin et je ne vois pas ce que je vois, j'ai un problème, en fait. Et tant que mes parents sont vivants, j'ai beaucoup de respect. Et le jour que je suis en face de Dieu, en fait, tu vois, j'aimerais bien que lui, quand il me voit, il me dit bien fait. Mais je ne veux pas qu'il me dise, ah ben écoute, je vous ai donné quelque chose et vous n'étiez pas satisfait, vous avez décidé de changer. En fait, ce que vous avez pas compris, en fait, on n'est pas en train d'aider les gens, hein, on est en train de faire des malades, tu vois, et on est en train de faire de l'argent. On ferme la parenthèse. On passe en mode avion avec Vincent McDoom, très en forme aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les insultes, tout ça, vous faites quoi avec ça quand on vous attaque? En fait, les insultes des gens qui ne me connaissent pas, ne me regardent pas. D'accord. Comme ça, c'est réglé. Exactement. Silver va venir nous faire un petit coucou. C'est le pilote qui a notamment une surprise à vous faire. Il est très en forme aujourd'hui. Oh, j'adore. Il conduit notre jet et vous le savez, Silver, vous le connaissez depuis longtemps. Maintenant, il a changé de métier. Il est pilote de ligne maintenant. Ah ben, il est pilote de ligne. C'est mignon. Il vient nous C'est faire bien. C'est bien. Ben, écoute, c'est pour ça, il y a toute cette turbulence aujourd'hui. Exactement. Donc voilà mon petit Vincent, il est là notre pilote. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une surprise. C'est le moment de la surprise, ça va, le voyage se passe bien. Le voyage se passe bien, Oui. un peu turbulent, mais ça va. Ah bah dans mon cockpit, j'ai un de mes stagiaires qui me demande déjà si vous pouvez lui donner des cours de mode. Avec grand plaisir. Donc, vous voyez, Avec donc grand on verra plaisir. ça après. Voilà, la surprise pour vous. Et Mais n'hésitez pas. où sont les Merci. Où sont les vitesses de l'air? Pourquoi c'est Elles arrivent. Bah, parce que c'est lui, il fait tout en fait. Oui, voilà. C'est une galette complète. Il fait œufs, jambon et fromage. Merci Silver. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Allez, on va regarder cette petite vidéo. C'est juste ici, c'est une surprise, cher Vincent. On regarde et on en parle juste après de la vidéo. Mon Vincent, mon cher Vincent. Écoute, j'avais envie de te dire, moi qui suis roi de nulle part et prince d'aucune nation, j'ai envie de te demander quelque chose, de façon tout à fait solennelle. Cher Vincent, accepterais-tu de nouveau d'être l'autre majesté d'une aventure qui pourrait s'appeler la folle route ou autre? T'as intérêt à me dire oui, hein. Je te signale que t'as vraiment intérêt à me dire oui. Tu me fous pas la honte devant tout le monde, hein. Alors là, il vous propose, donc ça veut dire que ça quand même... Beaucoup de gens ont aimé et adoré la folle route Bah oui, bien avec sûr, Madoua. Et à vrai dire, Madoua et moi, on fait un bon binôme pour la télé, en fait. Madoua, c'est quelqu'un de super Bah ouais, il est intelligent. génial. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime la France, c'est quelqu'un qui connaît la France. Et j'ai appris beaucoup
auprès de lui. Bien évidemment, chacun de nous, nous avons notre personnalité très aiguisée et on peut ne pas aimer certaines choses, mais par contre, on le dit, tu vois. So, moi, écoute, Magloire, avec grand plaisir. Donc c'est oui pour la follow route la prochaine. D'accord. Avec grand plaisir. Ça veut dire qu'il est c'est en cours, quoi. C'est en train d'avancer. Je vais être sa reine, en fait. Ah, ça te planifie. Je crois qu'il a une deuxième question. On va regarder la deuxième vidéo. Deuxième question, puisque je vois que monsieur ne se refuse rien. On prend Jordan Airlines, maintenant, que des avions privés. J'aimerais savoir, si j'avais une baguette magique, quel serait ton rêve le plus fou? Là aussi, t'as intérêt à me répondre. Hein. Puis la vérité, hein. Je t'embrasse. Et demande à Jordan de me rappeler quand je lui fais des confidences par texto. On adore Magloire, on l'embrasse très fort. Je vais vous rappeler Magloire, avec grand plaisir. Votre rêve le plus fou avec une baguette magique? C'est quelque chose que je vais parler à la télé pour la première fois. La personne que je croyais être mon père, et on m'a dit que c'est mon père. Ben écoute, cette personne ne m'a jamais aimé. Cette personne ne me l'a jamais dit. Cette personne m'a toujours traité qu'un moins qu'un rien. Et on a eu une une réunion familiale cet été. Et cette personne que je croyais être mon père, il a demandé et il a dit à les autres frères et sœurs, si Vincent est présent, je ne viens pas. C'est pour ça je n'ai pas été, en fait. Mais Dieu, il est grand, en fait. Je ne sais pas, mais je vais vous révéler quelque chose. J'ai eu un coup de fil il y a 2 mois de ça, et quelqu'un m'a dit, la personne m'a dit, j'essaie de vous joindre depuis fort longtemps parce que j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la personne vous croyez être votre père et votre papa? Je dis, mais c'est étrange comme question, en fait. Et là, je dis, mais moi, je sais pas pourquoi, mais on me l'a dit que cette personne est mon père. J'ai jamais fait une test ADN pour savoir. Et vous savez, proche de mon 60 ans, ben écoute, je viens d'apprendre que peut-être la personne que je pensais être mon père n'est pas mon père. C'est incroyable. Et j'ai une autre personne qui est décédée, et cette personne-là, quand il est décédé, dans ses affaires, on a trouvé un gros dossier, et le dossier parlait de moi, où ce monsieur suivait tout sur ma vie, et ce monsieur, il a dit, ah ben, écoute, maintenant je suis plus, j'aimerais bien que vous, il a demandé à sa famille de contacter Vincent, parce que j'aimerais bien que vous lui preniez dans la famille et faire le nécessaire pour qu'il rejoigne la famille. So, pour moi, j'aimerais tellement, si c'est possible, te voir, d'avoir tout simplement la clarté par rapport à qui je suis en ce moment. Incroyable. Et c'est la première fois que je parlais de cette histoire-là parce que cette histoire-là m'est arrivée il y a 2 mois de ça. D'accord. So, maintenant, en ce moment, je suis dans une phase où je suis en train de chercher qui je suis et de faire le nécessaire pour faire les tests ADN pour savoir qui je suis réellement. D'accord. Donc vous allez faire les tests quand, Vincent? Je vais faire les tests au mois de janvier. D'accord, prochain. Incroyable. Parce que en ce moment, je suis vraiment dans cette no man's land, tu vois, et on verra bien. Eh ben, écoutez, je vous souhaite de trouver. Et puis, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles votre père, qui n'est pas votre père, peut-être n'a pas envie de vous voir. Alors, c'est peut-être pour ça, parce que... Peut-être, on sait pas. Incroyable. Mais de toute façon, voilà où je suis. Et c'est joli, cette question de Magloire. Ça m'a permis de me libérer. Vous avez bien raison, mais il faut le faire le plus tôt possible quand on en a envie. Mais... Merci à Magloire pour cette question. On embrasse très fort Magloire et on espère vous retrouver dans la follow route numéro 4 du coup. Hein. Une quatrième. Jusqu'à 10 au 20. 7e ciel, c'est l'amour. Alors, on parlait de Magloire tout à l'heure. Est-ce que vous avez été en couple avec Magloire ou pas? Tout le monde vous pose la question à chaque fois. Ça aurait pu être possible ou pas? C'est incroyable. Non, Magloire et moi, Magloire. Il y a pas eu un flirt, même pas un flirt? Non, pas du tout. C'est pas votre type? Non, c'est pas ça c'est pas mon type. Je n'ai pas de type. Moi, j'aime l'intelligence, en fait. Ah bah, c'est sympa pour Magloire. Non, c'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis devenue une professionnelle, peu importe dans le métier, c'était la mode, le cinéma, des choses comme ça, je ne chie pas où je mange. Ça veut dire je ne coucherai jamais avec quelqu'un avec lequel je travaille. Tu vois, ça m'est arrivé une fois
Et une fois ça s'est arrivé, ça s'est mal terminé. Je gardais une certaine amitié avec cette personne-là, mais ça s'est mal terminé pour lui et moi. C'était Pierre Palmade, en fait. J'étais en couple avec Pierre pendant 6 mois. Tu vois, c'était Vous avez été en couple avec Pierre Palmade? Avec Pierre, oui, effectivement. Vous rigolez, là? Non, c'est la vérité. Non, mais vous avez jamais dit un truc pareil. Parce que c'est quelque chose que je ne l'ai jamais dit, en fait. À un moment donné, tu dis les choses. Tu sais, quand Pierre, il a eu les déboires avec la justice par rapport à tout ce qui se passe, j'ai eu beaucoup des coups de fil de la presse qui voulait que je parle. Parce que la presse, on en a parlé, en fait. Et une fois, il y a eu, je pense, dans Closer au public, il y a eu une histoire qui est sortie où j'étais en couple avec Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mimi Marchande. Oui, bien sûr, ouais, la patronne de Best Image. Exactement, Mimi Marchande, à l'époque, une très très bonne amie à Pierre. Écoute, elle a fait un procès contre, tu vois, la publication. D'accord. Pour mensonge, mais c'était pas une mensonge à l'époque. C'était. D'accord. Donc vous avez été en couple avec Pierre Palmade. Combien de temps, Vincent? Moi? Oui. 6 mois. Et je suis parti à Mougins avec lui, chez Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, il le sait. Parce que on a passé des week-ends chez Jean-Marie Bigard. Et pourquoi ça s'est arrêté avec Pierre Palmade? Ça s'est arrêté tout simplement parce que le mode de vie de Pierre n'allait pas avec la mienne, en fait, tout simplement. Il y avait les drogues à ce moment-là. Et effectivement, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai quitté. Je suis pas quelqu'un qui boit, je prends pas la drogue, je ne fume pas. Et Pierre, c'était quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure. Moi, je suis quelqu'un beaucoup plus calme, j'ai besoin. Mais attendez, j'en reviens pas, quoi. Que vous ayez été avec Pierre Palmade. C'est la première fois que je suis parlé. Quand il y a eu le problème avec Pierre, quand la presse m'a appelé, d'ailleurs, l'émission de Cyril Hanouna, ils m'ont appelé, et d'autres émissions, même des chaînes d'information m'ont appelé. Et quand je voyais ce petit, je ne sais pas qui était en train de balancer des saloperies sur Pierre. Jérémy Bellet. Oui, mais quelle catastrophe. Qui a le dent qui raye le parquet. Ben non. Pierre, il n'a jamais été en couple avec Jérémy Bellet. Pierre, il a vu Jérémy peut-être dans une boîte de nuit et lui, quelque chose se passait ce jour. De toute façon, Jérémy Bellet est prêt à coucher avec n'importe qui tant que ça avance. Alors Jérémy Bellet, pour remettre, parce que les gens ne vont pas du tout voir qui c'est, mais c'est en effet, il s'est fait connaître en disant qu'il avait été en couple avec Pierre Palmade. Exactement. Notamment, il courait un peu les plateaux quand il y a eu l'histoire, l'affaire Pierre Palmade. Donc, du coup, moi, on m'a appelé. Tout ça est faux, selon vous? Pour moi, peut-être Pierre a eu une flotte, quelque chose avec, mais Pierre n'a pas été. C'est pas un ex, quoi. Bah non, je ne crois pas du tout. Tu vois. Et non seulement ça, le chose c'est, quand toutes les chaînes appelaient moi et des choses comme ça, j'ai appelé Mimi Marchande et je dis à Mimi, écoute, moi, j'ai pas envie et des choses comme ça. Et quelqu'un de chez Cyril m'a appelé et la personne, moi j'étais très clair. Je disais, vous savez, je suis pas le genre de personne qui couche avec quelqu'un et je parle. Et si moi, je couche avec quelqu'un et quelque chose comme ça arrive à la personne, j'ai envie de protéger la personne. Alors justement, j'ai pas envie de jeter la personne en parture. Parce qu'on est en train de parler de l'amour, en fait. Le moment que je sortis avec Pierre, j'étais amoureux de lui. Je n'ai pas en train de parler de le problème psychologique ou de problème de drogue que lui, il avait, Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles de Pierre Palmade, votre ex-compagnon, du coup? Pierre, je n'ai pas de nouvelles de lui. Je sais que lui, il est entre Bordeaux et Paris. Mais moi, je trouve que Pierre, il est en train de prendre les choses, la façon dont il devait le prendre, en fait. Et moi, je suis aussi une personne qui croit, si tu fais du bien, il y a des conséquences. Si tu fais du mal, il y a aussi des conséquences. Il faut accepter cette conséquence. Et pour le moment, Pierre, il est en train d'accepter les conséquences de ce qu'il a fait. Et moi, je suis fière de lui, en fait. Que lui, il est en train d'accepter, il est en train de payer, il est en train de faire le nécessaire pour aller bien. Et moi, je trouve que c'est important et c'est nécessaire. Incroyable que vous révéliez ça dans le Jet de Luxe. Pierre Palmade et Vincent Magloum, c'est donc une vraie histoire qui a duré pratiquement 6 mois. Incroyable. On enchaîne avec... C'est pour ça que j'étais un peu fâché avec... comment il s'appelle? Avec un youtubeur? Non, avec... un animateur télé? Jean-Marie Bigard? Jean-Marie Bigard. Parce que moi, je trouvais
que dans l'émission, quand il parlait de ce problème-là, c'est comme si, quand même, Pierre était ton ami. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble et soudainement, tu étais en train de lui jeter sous le bus. En fait, il est malade. Il a tout simplement besoin d'aide. Ouais. Vous avez essayé de l'aider, lui, vous avez, quand vous étiez en couple? Quand j'ai été avec lui, j'ai essayé. Mais malheureusement, le problème, c'est Pierre, il était au firmament de son gloire. Il était en train d'écrire une pièce de théâtre pour Isabelle Mergo. C'était à quel moment que vous étiez en couple? C'était juste avant le spectacle. Il a fait lui et Isabelle Mergo. Ils étaient au théâtre ensemble. En fait, j'ai même fait une featuring dans cette pièce de théâtre avec lui et Isabelle Mergo, en fait. So, moi, j'ai essayé. Et le chose aussi, c'est Pierre, en fait, c'est un workaholic. Je sais pas comment. C'est quelqu'un qui bosse tout le temps. Tu vois? C'est quelqu'un qui bosse tout le temps. C'est quelqu'un qui ne dort jamais. C'est quelqu'un qui a toujours besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Je suis pas sa mère, moi. Je suis tout simplement son amant, en fait. So, pour moi, je prenais pas des substances illicites. Lui, il le prenait, tout le monde le sait. Je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. So, 2011, ça vous dit quelque chose? Ce serait vers 2011? Je me rappelle plus le date exact, mais si vous cherchez, tu vois, le moment, il était en train de faire une pièce de théâtre avec Isabelle Mergo, c'est à ce moment-là. L'amour sur un plateau. Je pense, oui. Ouais, ces pièces de théâtre-là. Si vous aviez quelque chose à lui dire à Pierre Palmade face caméra, vous lui diriez quoi, Vincent? S'il regardait cette émission? C'est quelqu'un, je pense, qui a énormément de talent. Nous avons tous des travers et nous avons tous besoin de l'aide. Et moi, je pense, quand on a besoin de l'aide, il faut aller chercher cette aide. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La télévision, les productions et aussi les personnes autour de Pierre lui faisaient quoi? Que si il reprend le travail et il se remettent en train de travailler, non, ce n'est pas en train de l'aider en fait, parce qu'il va venir, il n'a pas vraiment fait le nécessaire pour ce qu'il est en train de souffrir, pour lequel il est en train de souffrir, et on lui redonne la visibilité. Ce n'est pas comme ça, tu es en train de l'aider. La zone de turbulence, on termine avec des questions les unes après les autres. Cher Vincent McDoom, quand on s'appelle Vincent McDoom, on gagne combien par mois aujourd'hui? Quand on gagne, écoute, si on fait l'émission le 50, 400 € par jour. Ah oui, c'est ce qu'on vous a proposé. C'est ce qu'on oui, d'accord. Mais aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie? Vous gagnez bien votre vie aujourd'hui ou pas? Je vis avec ce que j'ai. Et vous avez quoi? Je travaille, j'ai mes coachings que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer une nouvelle pièce. Parce que je devais faire une pièce de théâtre avec Eric. Et malheureusement, Eric, il a repris le clan de divorcés et il est en train de travailler dans le Nous c'est nous. D'accord. Et lui, il a repris le clan de divorcés, il a repris le travail avec son fils, et finalement, il n'a pas eu le temps d'avancer sur cette pièce de théâtre. So là, je suis en train de préparer une pièce de théâtre de David Sauvage, tu vois, avec Natacha Amal. Et c'est pour moi une bénédiction. L'année où vous avez payé le plus d'impôts? L'année où je payais le plus d'impôts, 3 ans après la ferme. D'accord, ok. Et là, ça a été monstrueux. Ça, ils m'ont ruiné. Ils vous ont ruiné, ah ouais, c'est vrai. Ils m'ont ruiné. Parce que la ferme, vous aviez gagné combien chaque personnalité gagnait, si vous voulez, 25 000 € par semaine, 10 000 € aller à une association. D'accord, ok. Tu vois. Mais moi, j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit avec cet argent-là parce que les impôts, c'est passé par là. Et les 2 personnes, comme par hasard, de la ferme, qui n'ont pas pu profiter de cet argent-là, c'est Pascal Ometa et moi-même. Parce que en fait, juste au moment où le 3 ans se passait, écoute, on a eu les impôts qui est arrivé, qui disent, vous avez fait un boulot. Or, on nous a dit, c'est un gain. En France, quand c'est un gain, tu payes pas des impôts sur un gain. Et finalement, écoute, quand les impôts veulent, les impôts, ils vont prendre. Hein. Et ça a été vraiment très difficile pour moi. Vous aviez quelle relation avec Mousse Diouf? Quel amour de personne, amour de personne. Il est parti trop tôt. Et Mousse, c'est quelqu'un de magnifique, tu vois. C'était un frère, c'était quelqu'un qui tirait les gens vers le haut. Il tirait pas les gens vers le bas. En fait, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Paix à son âme. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Vincent? La chose que j'ai lue sur moi qui m'a fait plus de mal, c'était, moi, j'étais en train de faire
événement pour la mairie de Paris. Et quand j'étais en train de faire cet événement sur la mairie de Paris, écoute, c'était pendant la semaine des phobies. So, moi, je m'occupais d'un défilé de grossophobie. So, quand les associations des gros ont écrit parce que eux ils voulaient récupérer le travail que j'avais déjà fait, tu vois, et eux ils disent écoute, c'est pas un PD anorexique comme Vincent McDoom qui va nous apprendre, tu vois, qu'est-ce qu'est la discrimination entre les gros. La discrimination n'a pas de couleur, la discrimination n'a pas de genre, tu vois. C'est comme ça. Et ça m'a beaucoup blessé. Mais ce qui m'a le plus blessé, en fait, c'était Anne Hidalgo qui n'a rien fait, tu vois, pour cette manifestation de grossophobie. Tu vois, elle n'a rien fait pour cette manifestation-là. Écoute, quand tout ça était en train de se jouer sur les réseaux sociaux, écoute, elle voulait que ses adjoints me mettent de côté. Oh, j'avais déjà travaillé sur la manifestation, j'étais préparé. Mais elle, politiquement, ça allait lui faire passer comme quelque chose qu'elle n'est pas. Et elle voulait. Et moi, je disais non, je fais le travail. Et là, je donnais des arguments que la discrimination, ce n'est pas. Les discriminations, c'est votre couleur, votre âge, votre sexualité, des choses comme ça. Et Madame Hidalgo, écoute, elle a rien fait. Et elle s'est laissée faire. On termine avec une dernière question. C'est concernant les nuages. On est tout en haut des nuages, cher Vincent. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez revoir, une personne qui vous a quitté et vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Ma mère, bien évidemment. Parce que ma mère était tout pour moi. Ma mère, c'était la femme la plus calme que je connais. C'était la femme la plus élégante que je connais. C'est la personne le plus sincère, le plus authentique, en fait. Et ma mère, elle vivait pas pour les qu'en dira-t-on. Elle vivait pour l'amour qu'elle porte à l'autrui. Et vous lui diriez quoi, si vous la voyez là maintenant? Je vous aime. Et tu me manques, tout simplement. Merci Vincent. On se retrouve très vite dans un nouveau Jet de luxe avec une nouvelle personnalité. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous fait très chaud au cœur. Je vous embrasse et abonnez-vous à la chaîne. Attention, je vous regarde. Ciao, ciao tout le monde. Ciao les amis. Bye bye.